Mesdames et messieurs, bienvenue sur CNUS Global News TV en collaboration avec notre chaîne sœur Al Maktoum TV New York. Sur le plateau, votre serviteur El Malik Tal. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation aux États-Unis, la situation politique en quelque sorte, sur le procès de Donald Trump devant la Cour de l'État de New York, sur également les arguments oraux sur l'immunité présidentielle concernant Donald Trump devant la Cour suprême. La situation au Proche-Orient continue de déteindre sur la vie de la nation américaine, notamment sur la vie universitaire. Les universités et les collèges américains qui sont en manifestation constante pour dénoncer le génocide israélien contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Au Sénégal aussi, nous allons brièvement revenir sur la situation politique au Sénégal. Cette semaine, en Conseil des ministres, des mesures individuelles ont été prises par le nouveau pouvoir, notamment le limogeage du haut commandant de la gendarmerie, le directeur de la justice militaire, le général de division Moussa Fall, mais aussi la nomination, le limogeage d'abord, ou les limogeages de tous les directeurs généraux des principales agences de l'administration sénégalaise, et la nomination pratiquement des partisans du pouvoir, notamment du PASTEF, qui est le parti au pouvoir. On reviendra sur ces nominations, dont certes quand même ont créé beaucoup de controverses, en tout cas un débat assez sérieux dans le landerneau politique sénégalais. Donald Trump est en procès. Il est en procès dans l'État de New York concernant l'affaire qu'il avait liée à une actrice de pornographie qui s'appelle Stormy Daniels. Vous vous rappelez, je vais expliquer brièvement le background. En 2016-2017, quand Donald Trump était candidat à l'élection présidentielle, il avait payé par l'intermédiaire de son avocat d'alors, son avocat personnel Michael Cohen, qu'on appelait The Fixer, qui était en quelque sorte le monsieur à faire tout de Donald Trump. Il avait payé $130 000 à cette ancienne actrice des films pornographiques qui s'appelait Stormy Daniels. $130 000. Comment l'argent a été payé? Une société écran fictive a été créée par Michael Cohen, ce qu'on appelait LLC, Limited Liability Corporation, qui est une sorte de société à responsabilité limitée. Michael Cohen s'était chargé donc des paiements. Plus tard, ces paiements vont être découverts. Michael Cohen sera auditionné devant le Congrès. Et c'est sur la base de ces auditions et des éléments publiés dans la presse que le procureur de l'État de New York va décider d'engager des poursuites sur la base de falsification de documents de faux et usage de faux. Donald Trump n'est pas poursuivi pour le paiement en tant que tel, mais la dissimulation ou les dissimulations de ce paiement. Le fait qu'une société écran ait été fabriquée, le fait que les chèques qui ont été émis l'ont été sur la base d'un caractère faux, le fait que finalement tout ça ait été dissimulé à travers des transactions bancaires frauduleuses, c'est sur la base de ces éléments que Donald Trump est poursuivi. Maintenant, l'élément intéressant dans tout ça, c'est pour la première fois aux États-Unis, un ancien président est poursuivi dans une affaire pénale. Pour la première fois. Vous vous rappelez, Nixon a failli être poursuivi quand il a démissionné en 1974, mais il a été gracié par le président Ford. N'eût été peut-être cette grâce, il aurait été. Mais pour la première fois, dans ce pays, un ancien président est poursuivi au pénal. Et c'est en ça que l'affaire est très intéressante. Donc, aux États-Unis, tous les procès se passent par ce qu'on appelle par un jury populaire. Donc, les inculpations sont faites par des jurys populaires. Les procès se font aussi par le système de jury populaire. C'est ce jury qui va siéger, à qui sera présenté les preuves de l'accusation, les éléments de la défense, et qui, au finish, ce jury va se retirer pour déterminer du destin de Donald Trump sur la base des éléments d'intime conviction. Maintenant, certes, l'accusation, je l'ai dit tout à l'heure, a présenté les éléments.
la première semaine, je crois, les 3 premiers jours, il y a eu ce qu'on appelait la sélection du jury, ce qu'on appelle le jury selection. C'est sur la base d'une pool de citoyens qui sont sélectionnés. Et ils peuvent être 100, 200 personnes. Et c'est dans cette pool-là que 12 personnes sont sélectionnées parce que le jury est composé de 12 citoyens américains, ne peut être juré qu'un citoyen américain. Donc, c'est des citoyens américains qui sont en possession de toutes leurs facultés mentales et qui parlent donc, qui jugent de leurs facultés mentales et qui parlent l'anglais couramment. C'est les éléments donc, qui sont exigés pour être un juré et qui aussi n'ont pas perdu leurs droits, n'ont pas commis de crimes. C'est des éléments quand même, ce qu'on appelle dans le langage ici, le requirement, c'est les conditions émises pour être un jury. Donc ces jurys vont siéger, ils ont été sélectionnés, il y en a peut-être qui ont été déboutés de par leur position ça et là. Il y a 12 jurés, et parmi ces 12 jurés, il y a aussi 6 jurés alternatifs qui sont présents, qui sont sélectionnés au cas où un juré, donc un élément du jury tombe malade ou il y a des cas de force majeure ou est impliqué dans des éléments qui font que son impartialité ne peut plus être garantie. Donc, Donald Trump, ses avocats aussi, dès le second jour du procès, ont annoncé les éléments sur lesquels vont reposer vraiment sa défense. Donc, ils ont parlé ils ont émis donc des signaux que ce qui s'est passé en réalité, il ne s'agissait pas de dissimuler ou d'essayer d'influencer l'élection présidentielle. Il s'agissait simplement de ne pas heurter la sensibilité de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Mais ce qui rend intéressant ce procès, c'est qu'on est en 2024, l'élection présidentielle sera en novembre 2024, et effectivement, s'il est inculpé, certes, ça peut ne pas déteindre sur l'élection, parce que rien ne peut l'empêcher en principe d'être candidat. Il est déjà candidat, même s'il est reconnu coupable, Donald Trump. Mais certains ont pensé jusqu'ici, ce procès, cette inculpation et d'autres affaires au niveau fédéral, au niveau de l'État de Géorgie, pouvaient avoir une influence sur les primaires. Ça ne l'a pas été. Nonobstant toutes ces accusations, toutes ces inculpations, Donald Trump reste quand même le maître du jeu dans le Parti républicain. Il est le candidat potentiel, il a déjà sécurisé cette candidature, donc il sera le candidat du Parti républicain à l'élection de novembre 2024. Maintenant, s'il est reconnu coupable, là c'est un autre débat. D'ailleurs, les arguments sur lesquels sa défense et lui-même se basent, c'est de dire que c'est un procès politique. Ce dont il s'agit, c'est l'utilisation du système judiciaire pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, pour l'empêcher de pouvoir descendre sur le terrain et d'aller faire campagne. Parce qu'il est obligé d'être présent dans la cour, donc dans la salle d'assises, dans la salle des audiences 3 jours sur 7. Donc c'est intéressant, c'est du jamais vu dans l'histoire politique des États-Unis qu'un ancien président soit mis au banc des accusés. C'est en ça que la presse est en train de couvrir donc, ce procès. L'autre élément important concernant toujours Donald Trump et sur le plan judiciaire aussi, c'est ces arguments, ce procès, mais procès au sens administratif, disons civil, devant la Cour suprême. Il ne s'agit pas au pénal, mais civil. Une question est revenue devant la Cour cette semaine et la Cour rendra sa décision au mois de juin. Est-ce que le président des États-Unis peut bénéficier d'une immunité présidentielle dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que le président des États-Unis peut être poursuivi au pénal ou au plan civil de par des actes qu'il aura pris ou posés durant la présidence? Parce qu'on sait que de par la Constitution, ou de par, en tout cas, les décisions prises de par la coutume, disons, judiciaire dans ce pays, un président des États-Unis ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Tant que vous êtes président, vous avez donc cette immunité dans l'exercice.
Par contre, le président peut être démis dans le cadre d'une procédure d'impeachment, mais il ne peut pas être poursuivi pénalement ou civilement tant qu'il est président. C'est pourquoi Donald Trump, quand on a senti à l'époque qu'il avait violé un certain nombre de règles, il avait été donc poursuivi, mais poursuivi constitutionnellement à travers la procédure de destitution d'impeachment. Maintenant, cette question, elle est devant la Cour suprême. La Cour rendra compte au mois de juin. Maintenant, il faut dire que la Cour elle-même, elle a changé. C'est une juridiction aujourd'hui conservatrice. Sur les 9 juges, 6 ont été nommés par des présidents républicains. Ces 6 juges ont une interprétation conservatrice du droit. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs ont quand même un œil rivé sur la décision qui tombera en principe au mois de juin, et elle aura certainement des conséquences sérieuses, une très grosse ramification sur l'élection présidentielle de novembre. L'autre élément important aux États-Unis cette semaine, c'est la situation dans les universités, dans les collèges américains, surtout dans les universités. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu quand même des séries de manifestations parties de l'Université de Columbia de New York. L'Université de Columbia fait partie de ce qu'on appelle des Ivy League, c'est les universités d'élite, à l'instar de Harvard, à l'instar de Princeton. Donc, des étudiants ont décidé de faire un sitting avec des tentes pour manifester leur solidarité au peuple palestinien, notamment les Palestiniens de Gaza. La présidente de l'université, après avoir été auditionnée devant la Chambre des représentants, a décidé de la violation des franchises universitaires pour demander à la police de New York d'intervenir à l'intérieur du campus. Les policiers sont intervenus avec violence, certains ont été arrêtés. La plus grande violence même a été notée dans l'université de Emory, université dans l'État de Georgia. Alors, dès que la police est intervenue à l'Université de Columbia, le conseil universitaire a suspendu un certain nombre d'étudiants qui ont été donc boutés dehors des campus, qui n'avaient plus accès à leur campus social ni dans les restaurants. Alors, cette décision a créé des conséquences énormes à l'intérieur du pays. De New York à New Jersey dans l'université de Princeton, jusqu'à Stanford, dans l'État de Californie et d'autres universités, dans l'État de la Caroline du Nord, Indiana, Michigan. Partout, les universités, les étudiants se sont rebellés pacifiquement pour dénoncer donc non seulement cette tentative de museler la communauté universitaire estudiantine, les étudiants soutenus dans leur lutte par leurs professeurs et les membres des facultés. Ils pensent que les administrations universitaires donc, ont décidé de violer leur droit à la manifestation, leur droit, leur liberté donc, d'expression. Ces manifestations sont d'ailleurs très pacifiques. Mais l'administration, a commencé par le président des États-Unis, a commencé par certains membres du Congrès et du Sénat, parlent d'antisémitisme, que ces étudiants sont antisémites, ils dénoncent Israël, ils rendent la vie difficile aux étudiants juifs. Ce n'est pas vrai. Il y a même des organisations estudiantines juives qui font partie de ces manifestations-là. Mais le président Biden, comme toujours, qui est omnibulé par ce soutien inconditionnel sur l'État hébreu, continue donc de fermer les yeux sur le génocide et de contrecarrer toutes sortes de manifestations ou de dénonciations. Donc, ces manifestations sont en train donc de s'étendre dans l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parce que vers le mois de mai, mois de juin, d'habitude aux États-Unis, il y a la tradition, ce qu'on appelle des commencement speech, c'est les cérémonies de graduation, donc de remise des diplômes donc des étudiants. Beaucoup d'universités sont en train simplement d'annuler ces cérémonies parce qu'elles pensent que, les administrations de ces universités pensent que les étudiants vont en profiter pour manifester, pour protester, pour dénoncer donc ce génocide israélien contre le peuple palestinien. Et d'ailleurs, il y a des membres du Sénat et de la Chambre des représentants, quand on prend Mike Johnson, qui est
le patron de la Chambre des représentants, ce qu'on appelle des Speaker of the House, ou un autre sénateur extrémiste, le sénateur Tom Cotton de Arkansas, qui demande à certaines de ces universités, à certaines de ces universités d'autoriser qu'on déploie l'armée, ce qu'on appelle the National Guard. Donc, pour dire que c'est là où en est la situation. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important à quelque chose malheureusement, c'est le fait que la nouvelle génération aux États-Unis, constituée de jeunes entre 18 et 35 ans, quand vous leur demandez les sondages qui sortent, c'est 70% n'apprécient pas la façon dont l'administration Biden a géré cette crise au Proche-Orient. Ces jeunes n'ont pas la même vision que leurs parents. Donc, leur soutien à Israël n'est pas un soutien aveugle et inconditionnel. Ils pensent que ce qui se passe dans les territoires occupés, ce qui se passe effectivement à Gaza est un génocide, et que les universités doivent arrêter d'investir dans l'industrie d'armement ou d'investir dans l'économie de l'État hébreu. Ils dénoncent aussi ce soutien aveugle et inconditionnel des États-Unis. Les États-Unis ont voté d'ailleurs cette semaine de plusieurs milliards de dollars. Donc ça a été voté devant la Chambre. Cette même mesure, cette proposition a été passée devant le Sénat pour un soutien inconditionnel, plusieurs milliards, je pense qu'on parle de 26 milliards de dollars donc pour Israël. Et l'autre portion, c'est destiné à l'Ukraine, et à Taïwan et à l'État de Philippines. Donc, pour dire qu'il y a un changement de génération, mais il y a surtout ce gap. Il y a vraiment ce gap qui existe entre l'ancienne génération et l'actuelle génération américaine, qui est beaucoup plus progressiste sur la question au Proche-Orient, qui pense que Israël n'est pas la victime. C'est le peuple palestinien qui est la victime dans cette situation. Et que ce qui se passe dans les territoires palestiniens est inacceptable. Et que la position du gouvernement américain, de cette administration, est inacceptable. Donc, c'est une situation, je pense, qu'il faut suivre de très près. Elle est intéressante en ce sens qu'on est dans une année électorale. Je le disais tout à l'heure, la situation de Donald Trump est intéressante. On est dans une année électorale. Mais là aussi, c'est assez important, il faut le noter, parce que les sondages qui reviennent sur la question au Proche-Orient, certains de ces sondages, de plus en plus, soulèvent un élément important. C'est que pour la première fois aux États-Unis, un président des États-Unis, un président américain, pourrait perdre l'élection présidentielle sur la base d'une question de politique étrangère, notamment la crise au Proche-Orient. Si les musulmans américains, les Arabes, ces jeunes progressistes décidaient de ne pas participer à l'élection présidentielle, Joe Biden pourrait perdre l'élection. Mais le président américain, qui se dit, lui, sioniste, il l'assume, omnibulé par ce soutien inconditionnel à l'État hébreu, continue d'armer le régime de Benjamin Netanyahou, continue de financer ce génocide, mais continue aussi de donner ce que j'appelle la couverture diplomatique pour Israël, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont bloqué quasiment toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il y a de cela quelques semaines, quand les Palestiniens ont introduit cette demande de reconnaissance de leur État au niveau des Nations Unies, les États-Unis ont bloqué la résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est important, c'est une question de politique étrangère qui peut avoir des conséquences intérieures. On continuera évidemment à suivre ces éléments de très près. La dernière question sur laquelle on va clôturer donc l'édition d'aujourd'hui, c'est la situation politique au Sénégal. Au Sénégal, donc, il y a un nouveau pouvoir, et ce nouveau pouvoir donc, a pris un certain nombre de mesures assez intéressantes cette semaine. C'est notamment des mesures individuelles en Conseil des ministres. Donc, l'élément le plus essentiel, c'est le pouvoir donc, a décidé, le nouveau pouvoir, de limoger, de mettre fin aux fonctions du général Moussa Fall, qui est un général de division, qui était jusqu'ici le haut commandant de la gendarmerie et le directeur de la justice militaire. Dans le même sillage, donc, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de mesures individuelles pour limoger tous les directeurs généraux des principales agences de l'administration. Évidemment,
du point de vue légal, du point de vue politique, c'est un nouveau pouvoir. Ils ont le droit de nommer les personnes qu'ils pensent être compétentes et avoir donc qui ont le profil pour occuper ces postes. Maintenant, là où le bas blesse, c'est sur le cas du général Moussa Fall. Le général Moussa Fall est un général de division. Il a dirigé la gendarmerie depuis plusieurs années. Il a participé, en tout cas, il a présidé à ce qu'on appelle souvent la montée en puissance de la gendarmerie dans le traitement de ces hommes, des conditions de travail, le matériel, la formation, etc. Maintenant, apparemment, les événements de 2021 jusqu'en 2024 ont dû jouer sur cette décision de limoger le général Fall. Beaucoup d'observateurs dans la presse, dans les réseaux sociaux, pensent que le Premier ministre Ousmane Sonko avait jusqu'ici une date contre le général Fall de par les événements qui se sont passés et qu'il aurait demandé à ce qu'il soit relevé de ses fonctions. Mais toujours est-il que le général Fall, beaucoup d'observateurs indépendants pensent qu'il a joué un rôle extrêmement important dans le maintien de la République de 2021 à nos jours. Parce que les événements qui se sont passés ici, il est arrivé que cette République quand même ait été souvent au bord, donc pratiquement à genoux. Si cette République n'avait pas survécu, on n'en serait pas arrivé à des élections, à une élection présidentielle, et jusqu'à même aller vers une élection présidentielle avec une alternance pacifique du pouvoir. Une certaine presse, certains aussi observateurs dans les réseaux sociaux continuent à distiller des éléments pour créer une certaine, en tout cas, essayer d'influencer des décisions qui pourraient aller dans le sens, non seulement il a été limogé, le général Fall, mais certains même sont en train aujourd'hui d'aller dans le sens de promouvoir l'idée de le mettre aux arrêts, de l'arrêter, de l'humilier. Ce serait une erreur extrêmement grave. Ce serait une erreur grave que l'actuel pouvoir, au lieu de s'attaquer aux éléments, en tout cas aux défis qui sont là, c'est la cherté de la vie, la réforme de la justice et d'autres éléments, réforme politique, etc., qu'on en essaie quand même, qu'on essaie d'aller vers un règlement de compte, en tout cas essayer d'humilier ce général qui, quoi qu'on dise, aura rendu service à ce pays et à cette République. Donc c'est une question, à mon avis, d'une extrême sensibilité. Il faut y aller avec beaucoup de tact. Je crois qu'il faut aller vers l'essentiel. Un général reste un général, donc il a beau changer de fonction, ses avantages, ses mérites ne changent pas. Donc ça, je pense que ce n'est pas de trop d'essayer d'attirer l'attention sur du nouveau pouvoir, sur ces questions qui constituent à vouloir souvent régler des comptes avec certains qui ont eu à prendre certaines décisions qui n'ont pas plu ça et là. Je pense que c'est un élément extrêmement important sur lequel il faut naviguer avec beaucoup de prudence. L'autre élément, c'est, je disais que le nouveau pouvoir a nommé beaucoup de directeurs généraux. Parmi ces directeurs généraux, parmi ces nominations, figure Pape Alé Niang. Pape Alé Niang est un journaliste de fonction, appelé, il se dit un journaliste d'investigation, très proche du Premier ministre Ousmane Sonko, très proche à l'époque du PASTEF et de l'opposition en général, mais particulièrement du parti PASTEF. Certes, on a beaucoup de griefs sur la ligne éditoriale de la RTS. L'ancien directeur général Racine Talla, personnellement, je pense que n'aurait pas dû être un directeur général. Il a cette coloration politique, il appartient au parti au pouvoir. Il a même eu à... je pense qu'il demeure maire de Wakhinane Nimzatt. Ousmane Sonko lui-même a eu à dénoncer ce fait que Racine Talla n'aurait pas dû être. Il a une appartenance politique. Alors, Pape Alé Niang n'appartient certes pas au PASTEF en tant que membre assumé, mais ses positions, sa ligne éditoriale, avec donc son Dakar Matin, c'était vraiment des positions ancrées sur
les positions de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko quand il était dans l'opposition et du PASTEF. Donc, est-ce qu'il est la personnalité la plus appropriée pour amener ces changements que beaucoup de Sénégalais souhaitent au niveau de la RTS, dans la gestion, mais aussi dans la ligne éditoriale? Ça, c'est une question extrêmement importante. L'autre élément important, c'est est-ce que Pape Alé Niang a est-ce qu'il a ce management skills, comme disent les Américains? Donc, est-ce qu'il a le background pour véritablement pouvoir manager une boîte comme la RTS en tant que directeur général? Là également, c'est une question que beaucoup se posent. À mon avis, je dirais non. Il peut être peut-être un directeur de la télé, de la radio, ou bien un directeur de publication, un rédacteur en chef. Mais le directeur général en tant que tel, pour véritablement manager une boîte aussi importante et grande comme la RTS, il n'a pas l'expérience, il n'a jamais occupé une fonction pareille. Dans sa formation, il n'a pas aussi cette formation de management. Donc, je pense qu'il n'était pas la personne appropriée pour cette nomination. Maintenant, c'est une nomination politique, c'est une récompense politique, comme l'ont été d'autres. Maintenant, là où le bas blesse surtout, c'est le fait que le PASTEF, l'actuel pouvoir, s'est dédié sur les promesses. Le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'époque, l'a martelé à plusieurs reprises. Les vidéos sont là. C'est qu'ils avaient déclaré qu'arrivé au pouvoir, les fonctions de directeurs généraux, donc des plus importantes agences, ce serait par appel à candidature. Finalement, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Un journal au Sénégal a titré ce qu'ils appellent Wahed Pastefien. Finalement, ils se sont dédiés sur la question, donc aux Sénégalais d'apprécier. Mais c'est des décisions qui sont là et peut-être qu'il faut suivre de près pour voir maintenant l'arrivée de ces directeurs généraux. Quel est l'agenda, donc quels sont les objectifs à moyen terme sur la gestion des projets les plus cruciaux. Là également, il faudra suivre ça de très près et peut-être à mi-parcours faire le bilan. Donc, c'est ça pratiquement donc, les sujets les plus brûlants de l'actualité aux États-Unis, actualité politique et judiciaire, au Sénégal également et la situation au Proche-Orient. On continuera à suivre tout ça de très près. Et la semaine prochaine, certainement, on pourrait avoir des invités. Nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne US Global News TV. Donc, il faut vous abonner parce que quand on aura atteint la barre des 1000 abonnés, ça nous permettra d'avoir des émissions interactives où on pourra ouvrir l'antenne. Donc, vous pourrez participer en direct, on pourra faire vraiment des directs, les lives. Donc, on vous demande de souscrire, abonnez-vous sur la chaîne, on vous demande de partager les vidéos, de les liker. Ça va booster le programme et ça va nous permettre davantage donc, de continuer à travailler pour parfaire ce programme. C'est finalement tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la technique, notre ami Charmé Tidjandien, comme toujours, qui coordonne avec perfection donc, la technique. Et sur le plateau, votre serviteur Elhadji Malick Tall. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.